Cap-Vert. Avant la Coupe du Monde, presque personne ne savait qui ils étaient. Mais après quelques matchs, cette petite nation insulaire au milieu de l'Atlantique a réussi à mettre en difficulté de grandes équipes, transformant un gardien de but de 40 ans en phénomène, et faisant du nom Cap-Vert une véritable histoire de conte de fées du tournoi. Mais le football n'est qu'une des raisons pour lesquelles le monde s'intéresse à eux. C'est aussi un endroit où 80% des femmes donnent naissance avant de se marier. Que se passe-t-il donc ici ? La véritable étrangeté se cache derrière tout cela. Restez jusqu'à la fin, car le Cap-Vert pourrait vous faire réaliser que vous avez regardé l'Afrique de manière trop simpliste. Bienvenue sur Terre d'origine. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur Hype juste en dessous. Maintenant, commençons. Numéro 1. L'île-nation africaine qui a créé une légende lors de la Coupe du Monde. Le Cap-Vert est devenu le pays avec la plus petite population à passer la phase de groupe dans l'histoire des 86 ans de la Coupe du Monde. Avant le tournoi, les experts ne leur donnaient qu'environ 1% de chance de créer la surprise en phase de groupe. Mais la réalité sur le terrain a prouvé le contraire. Dès le match d'ouverture, ils ont réussi à tenir en échec le principal prétendant, l'Espagne, avec un score nul. Le gardien vétéran Vozinha a réalisé une performance exceptionnelle, au point que le nombre de ses abonnés sur Instagram a explosé du jour au lendemain. Le sommet de cet exploit est survenu lors du match nul 2-2 contre l'Uruguay, une équipe parmi les 20 meilleurs du monde. Et avec un match nul contre l'Arabie Saoudite lors de la dernière journée, le Cap-Vert a officiellement obtenu son billet pour les phases à élimination directe avec un bilan invaincu, bien qu'il n'ait pas remporté un seul match. Avez-vous suivi ces matchs ? N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me le faire savoir. Bien qu'ils aient été éliminés, cette équipe a laissé une empreinte sans précédent dans l'histoire du tournoi. Mais ce qui a surpris le monde entier, ce ne sont pas seulement les records. C'est que cette équipe semble être assemblée de partout dans le monde. 26 joueurs de l'équipe actuelle évoluent dans 25 clubs de 14 pays différents. En fait, il y a même plus de joueurs nés dans la ville de Rotterdam aux Pays-Bas que de joueurs nés dans la capitale Praia du Cap-Vert. Cela peut sembler très déroutant. Une équipe nationale. Mais la plupart des joueurs ont grandi dans un autre pays. La raison réside dans une réalité particulière. Le Cap-Vert ne compte un peu plus de 500 000 habitants, vivant sur 10 îles isolées. Mais il y a plus d'1 million de Cap-Verdiens vivant à l'étranger. Cette communauté est si nombreuse que les médias internationaux les appellent d'un nom très intéressant. La 11e île. L'entraîneur Bubista a dû parcourir l'Europe à la recherche de joueurs ayant des racines capverdiennes. Il les a contactés par le biais de relations, via les réseaux sociaux, et a même utilisé LinkedIn pour les convaincre de revêtir les couleurs de leur patrie. Ce qui est incroyable, c'est que la plupart ont accepté. Pas pour l'argent, ni pour le titre, mais parce qu'ils se sentent toujours appartenir au Cap-Vert, peu importe où ils sont nés. Alors, qu'est-ce qui peut lier un petit peuple vivant éparpillé à travers le monde de cette manière ? Les Cap-Verdiens ont un mot pour expliquer cela. Morabeza. Une valeur culturelle considérée comme l'âme de l'archipel, et aussi la raison pour laquelle des personnes séparées par des milliers de kilomètres considèrent toujours le Cap-Vert comme leur maison. Numéro 2. Un pays en manque d'eau mais jamais en manque de cœur. Morabeza est un mot en créole, que même les habitants locaux reconnaissent comme difficile à traduire complètement dans d'autres langues. Si l'on se contente de l'appeler hospitalité, cela ne suffit peu, être pas. Il s'agit aussi de gentillesse, d'ouverture, et de la capacité à faire en sorte que quiconque se sente chez soi ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que Morabeza ne naît pas de la richesse. Elle provient de la pénurie. Situé dans l'Atlantique et à environ 600 km des côtes du Sénégal, le Cap-Vert est l'un des pays aux conditions naturelles les plus difficiles de la région. Cet archipel ne possède presque pas de rivières ou de lacs naturels. Les précipitations sont très faibles, et il fait face à des sécheresses prolongées pendant de nombreuses années consécutives. Des terres arides rendent l'agriculture extrêmement difficile, tandis que la majeure partie du territoire est composée de montagnes rocheuses et de pentes stériles exposées au vent de l'Atlantique. Historiquement, une seule saison de pluie ratée suffisait à plonger des dizaines de milliers de personnes dans la famine. C'est aussi la raison pour laquelle, pendant des siècles, de nombreux Capverdiens ont été contraints de quitter leur patrie à la recherche d'opportunités de vie dans d'autres régions. C'est dans ce contexte que les habitants ont réalisé une chose. Si chacun ne se soucie que de lui-même, il sera très difficile pour toute la communauté de survivre, et c'est ainsi que Morabeza est né. Dans de nombreux endroits de l'île, si vous mangez devant d'autres sans les inviter à se joindre à vous, cela peut être considéré comme impoli.
C'est pourquoi de nombreuses familles préparent toujours plus de nourriture que nécessaire. Non pas pour manger davantage, mais pour s'assurer que si une personne supplémentaire passe, elle puisse toujours s'asseoir à la table. Morabeza contribue également à l'esprit no stress célèbre des Capverdiens. Au lieu de se plaindre des choses qu'ils ne peuvent pas changer, ils choisissent de vivre lentement, calmement et de profiter de la vie. Mais si Morabeza crée un tel lien entre les habitants, pourquoi le Cap-Vert est-il l'un des endroits avec le plus de mères célibataires de la région? Ici, un enfant né n'a pas nécessairement besoin de commencer par un mariage. Numéro 3. Pourquoi les femmes du Cap-Vert n'ont-elles pas besoin de se marier? Dans la plupart des pays, les gens se marient généralement avant d'avoir des enfants. Mais au Cap-Vert, tout se déroule presque à l'envers. Environ 80% des enfants naissent hors mariage, l'un des taux les plus élevés au monde. Fait surprenant, cela n'est pas considéré comme un problème social. Au contraire, cela est devenu une partie très normale de la façon dont les Capverdiens construisent leur famille. Ici, le mariage n'est pas perçu comme une fin en soi. L'enfant est au centre de la famille. Une femme peut avoir des enfants avec 2 ou 3 hommes différents sans subir les préjugés lourds que l'on trouve dans de nombreux autres endroits. Le père a toujours l'obligation légale de subvenir aux besoins de l'enfant, et la mère a même le droit de demander un test ADN pour établir cette obligation, mais le pouvoir de décision concernant l'avenir de l'enfant est presque toujours entre les mains de la mère. Cela crée également une société où les femmes occupent un rôle très particulier. Près de la moitié des ménages au Cap-Vert sont dirigés par des femmes. Si un homme ne partage pas les responsabilités, ne respecte pas la famille ou n'apporte pas de valeurs positives, la relation peut se terminer immédiatement. Car la plupart des femmes ici sont tout à fait capables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Pour elles, le mariage n'est pas une condition pour avoir une vie stable. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que même si les enfants peuvent avoir des pères différents, ils grandissent ensemble comme des frères et sœurs, au sein d'une même famille. Le concept de beau-fils est presque absent. Les grands-mères, les mères et les frères et sœurs aînés s'occupent souvent ensemble des plus jeunes, créant ainsi un réseau familial très soudé. Et la plupart des conflits familiaux sont résolus par la grand-mère ou la femme la plus âgée. On peut dire qu'au Cap-Vert, la mère est le véritable pilier de la famille. C'est grâce à cette indépendance que les femmes capverdiennes sont également très franches en matière de relations. Elles ne cherchent pas un homme pour dépendre de lui. Elles recherchent quelqu'un qui peut les accompagner et apporter de la valeur à la famille. C'est aussi pourquoi elles sont réputées pour être très exigeantes dans le choix de leur partenaire. Fait intéressant, de nombreuses femmes capverdiennes sont prêtes à sortir avec des Européens ou des Afro-Américains, mais choisissent rarement des hommes immigrés d'Afrique de l'Ouest. Selon les statistiques, les mariages entre femmes capverdiennes et hommes de cette région représentent moins de 2% du total des mariages enregistrés chaque année. Car dans l'esprit de beaucoup, la similitude de mode de vie, de comportement et de conception culturelle est bien plus importante que le fait de venir tous d'Afrique. Et c'est peut-être pour cette raison que la conception de la beauté au Cap-Vert s'est développée dans une direction très différente du reste du monde. Numéro 4. L'endroit où la peau plus foncée est considérée comme belle. Dans de nombreux endroits à travers le monde, des milliards de dollars sont dépensés pour éclaircir la peau. Mais, au Cap-Vert, les gens sont fiers d'avoir une peau suffisamment foncée. Pour la communauté Badiou au Cap-Vert, une peau noire, lisse et saine, est considérée comme un symbole de vitalité et de beauté. De nombreux hommes ici affirment même qu'ils sont toujours attirés par les femmes à la peau noire plutôt que par celles à la peau claire ou aux traits métissés européens. Mais, ce qui est intéressant, c'est que cette beauté n'est pas créée par des cosmétiques, mais par la nature elle-même. Le Cap-Vert est un archipel volcanique avec un terrain escarpé et plein de basalte. Marcher chaque jour sur des chemins accidentés permet aux femmes d'ici de développer des jambes et des hanches très toniques. Pendant ce temps, le climat proche de l'équateur et l'intensité élevée des rayons solaires leur confèrent un avantage très particulier. La quantité abondante de mélanine dans leur peau les aide à mieux résister aux rayons ultraviolets, tout en gardant leur peau ferme et en ralentissant le vieillissement par rapport à ceux qui ont la peau claire vivant dans les mêmes conditions climatiques. C'est pourquoi de nombreuses femmes sur l'île n'ont presque pas l'habitude d'éclaircir leur peau. Au contraire, elles sont fières de leur couleur de peau naturelle, comme un signe de santé et d'identité. Ce qui est fascinant, c'est qu'il suffit de voler environ 40 minutes vers le nord de l'archipel pour avoir l'impression d'être arrivé dans un autre pays. Sur des îles comme Sal ou San Vicente, le processus de métissage entre les Africains et les Portugais au fil des siècles a donné naissance à une communauté multiethnique. Ici,
Vous pouvez facilement croiser des filles à la peau plus claire, avec des yeux verts ou ambre, mais qui conservent la silhouette athlétique caractéristique des Africains. Cela fait du Cap-Vert l'un des rares pays où, en un court vol, vous pouvez rencontrer de nombreux standards de beauté complètement différents coexistants. Mais être que ce qui surprend le plus de nombreux touristes, ce n'est pas la façon dont les Cap-Verdiens aiment ou se marient, mais le niveau de confiance qu'ils ont les uns envers les autres. Numéro 5. Lieu où la confiance remplace toutes les lois. Si un jour vous voyez des dizaines de pierres alignées devant un robinet d'eau publique, ne pensez pas que c'est un jeu d'enfant. C'est une file d'attente pour prendre de l'eau. Cela peut sembler incroyable. Dans de nombreux quartiers des îles comme Santiago ou Santo Antón, l'eau douce reste une ressource précieuse. Les habitants doivent se rendre au robinet public pour obtenir de l'eau potable, et le temps d'attente peut parfois s'étendre sur des heures. Au lieu de rester sous le soleil brûlant, ils se contentent de poser un bidon en plastique ou une pierre de forme particulière sur le sol pour marquer leur place, puis retournent à leurs occupations. Ce qui est étrange, c'est que pendant de nombreuses heures après cela, personne ne touche à cette pierre. Pas de coupure de fil, pas de changement de place, pas besoin de caméra de surveillance, et pas besoin d'un agent de sécurité. Lorsque l'eau est enfin ouverte, chacun revient automatiquement à l'endroit où se trouve sa pierre. À Cap-Verde, cette pierre ne représente pas seulement une place dans la file. Elle représente la promesse de toute une communauté. Ce qui est intéressant, c'est que cette culture ne se limite pas au robinet d'eau publique. Dans de nombreuses petites îles comme Brava ou Santo Antón, de nombreuses familles conservent l'habitude de ne pas verrouiller leurs portes en sortant. Ce n'est pas parce qu'elles n'ont rien à perdre, mais parce que la sécurité, ici repose davantage sur la confiance entre voisins que sur des serrures en métal. Même un simple salut suffit pour ressentir cela. Au lieu de simplement demander « Ça va ?», les Capverdiens posent souvent des questions supplémentaires. « Comment va ta mère ces jours-ci ? Ton frère est-il rentré de la mer ? Ta grand-mère se porte bien ?» Ce n'est pas une simple politesse. C'est la manière dont toute la communauté sait toujours qui traverse des difficultés pour être prête à aider en cas de besoin. C'est être aussi pour cela qu'à Cap-Verde, la confiance ne se construit pas par des contrats, des clôtures ou des systèmes de caméras. Numéro 6. Un pays africain qui va vous choquer par son coût exorbitant. La chose la moins chère dans ce pays est probablement une maison. Les logements dans les projets de logements sociaux ne coûtent qu'environ 10 à 20 dollars américains par mois, moins qu'un repas rapide pour toute la famille aux États-Unis. Ces appartements sont réservés par le gouvernement aux mères célibataires et aux familles en difficulté, accompagnés d'une éducation gratuite et d'un système de santé à très faible coût. Mais ne vous précipitez pas à penser que la vie ici est bon marché, car il suffit de mettre les pieds dans un supermarché ou de commander dans un restaurant pour réaliser rapidement le contraire. Environ 90% des aliments et des biens à Cap-Vert doivent être importés par voie maritime. En tant qu'archipel volcanique situé au milieu de l'Atlantique, ce pays est presque incapable de produire suffisamment de nourriture pour sa population. Chaque boîte de lait, chaque pomme ou chaque bouteille de soda doit parcourir des milliers de kilomètres avant d'atteindre les îles. Ces coûts de transport sont finalement intégrés directement dans le prix de vente. Ainsi, les prix à Cap-Vert surprennent souvent de nombreux touristes, car ils ne diffèrent pas beaucoup de ceux de Paris ou de Lisbonne. Un repas avec du homard ou du poulpe dans les stations balnéaires peut coûter entre 30 et près de 100 dollars américains, comparable à de nombreux restaurants haut de gamme en Europe. Fait intéressant, Cap-Vert ne cherche pas du tout à devenir une destination bon marché. Au contraire, il s'efforce de construire l'image d'une île de vacances de haute qualité. Le secteur du tourisme contribue actuellement à environ un quart du PIB du pays. Maintenir des prix relativement élevés permet non seulement d'améliorer la qualité des services, mais aussi de limiter le nombre de visiteurs, réduisant ainsi la pression sur les ressources en eau douce, qui sont extrêmement rares sur les îles. En d'autres termes, Cap-Vert ne concurrence pas par des prix bas. Il rivalise par la tranquillité, la qualité et l'expérience. Et c'est précisément cela qui a fait de ce petit pays insulaire une destination hivernale, prisée par des millions de touristes européens chaque année. Le secteur des services et du tourisme a propulsé ce pays parmi les nations à revenus intermédiaires supérieurs en Afrique. Numéro 7. Le pays où chaque île ne fait qu'une seule chose. Si vous regardez le Cap-Vert sur une carte, vous verrez que c'est un petit archipel au milieu de l'Atlantique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a presque pas deux îles qui se sont développées de la même manière. Au lieu de transformer toutes les îles en stations balnéaires identiques, le Cap-Vert a choisi une stratégie très différente.
Chaque île se concentre sur une expérience qu'elle maîtrise le mieux. Prenons par exemple Sal et Boa Vista. Ces deux îles sont presque exclusivement dédiées à la mer. Les plages de sable blanc, les eaux turquoises et surtout les vents constants soufflant du désert du Sahara ont fait de cet endroit l'un des meilleurs spots de kitesurf au monde. Alors que de nombreux endroits s'efforcent de construire le plus d'hôtels possible, le Cap-Vert privilégie les éco-resorts pour préserver le paysage naturel. Si vous recherchez des sensations fortes, vous devrez vous rendre à Fogo. C'est l'endroit où les visiteurs peuvent marcher à l'intérieur du cratère d'un volcan encore actif. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que sur cette couche de cendres volcaniques, les habitants cultivent des vignes pour produire le Vinho do Fogo, un vin célèbre que l'on ne trouve que sur cette île. Il est sans doute très rare de pouvoir admirer la lave d'un volcan, tout en dégustant un verre de vin issu de cette même terre volcanique. À l'opposé de Fogo se trouve Santo Antão. Cet endroit n'est presque pas destiné à ceux qui aiment se détendre. L'île est célèbre pour ses sentiers de randonnée le long des falaises, ses routes pavées à la main et ses vallées verdoyantes enveloppées de brume. C'est considéré comme un paradis du tourisme lent, où beaucoup viennent non pas pour faire un maximum de photos, mais pour avancer lentement et profiter de la nature. Pendant ce temps, São Vicente, en particulier la ville de Mandelo, est considérée comme la capitale culturelle du Cap-Vert. Le jour, cet endroit dégage la tranquillité d'une ville portuaire. Mais lorsque la nuit tombe, les mélodies de Morna commencent à résonner dans les bars en bord de mer. Chaque mois de février, l'île s'anime avec un carnaval coloré, souvent comparé à une version miniature du Brésil, au milieu de l'Atlantique. C'est peu être cela qui rend le Cap-Vert unique. Il ne s'efforce pas de transformer 10 îles en 10 copies les unes des autres. Chaque île a sa propre personnalité. Et c'est précisément cela qui donne aux visiteurs l'impression que chaque fois qu'ils changent d'île, ils entrent dans un pays complètement différent. Numéro 8. La cuisine préparée avec patience. Si l'on devait demander quel plat raconte le mieux l'histoire du Cap-Vert, ce serait sans aucun doute la cachupa. Les habitants de cette île plaisantent souvent en disant qu'on ne peut pas préparer la cachupa quand on est pressé. Car rien que les grains de maïs dur doivent mijoter pendant de nombreuses heures, parfois depuis la veille au soir, avec des haricots, des patates douces, du manioc et de la viande ou du poisson pour créer ce plat considéré comme l'âme de l'archipel. Ce qui est intéressant, c'est que la cachupa a deux versions. La cachupa rica, destinée aux familles aisées, avec du chorizo, de la viande fumée et de nombreux ingrédients coûteux. Tandis que la cachupa pobre ne comprend que du maïs, des haricots et un peu de poisson ou de légumes. Bien que différentes en termes d'ingrédients, les deux partagent une même philosophie. Transformer les choses les plus simples en un repas suffisant pour nourrir toute la famille. De plus, la cachupa restante de la veille est souvent réchauffée avec des oignons et des œufs pour créer la cachupa guisada, un plat du petit déjeuner que beaucoup de Cap-Verdiens préfèrent à la première version. Mais être que le nom le plus étrange revient à pastel comme diabo dentro. Ce qui se traduit par le gâteau avec un diable à l'intérieur. De l'extérieur, c'est juste un beignet doré très ordinaire. Mais dès qu'on mord dans cette croûte croustillante, la farce de thon et la quantité de piment piquant à l'intérieur explosent, laissant de nombreux touristes comprendre pourquoi les habitants lui ont donné un nom aussi terrifiant. En tant qu'archipel au milieu de l'Atlantique, les fruits de mer sont omniprésents. Mais s'il y a un plat qui suscite à la fois curiosité et appréhension, c'est bien les percebes. Ces fruits de mer s'accrochent fermement aux falaises, où les vagues déferlent avec force. Pour les récolter, les pêcheurs doivent se hisser sur des rochers glissants au milieu de grandes vagues. Ils échangent leur sécurité pour obtenir un plat que beaucoup comparent à une bouchée de l'océan. Et lorsque le soleil se couche, il est presque impensable pour un Cap-Verdien de ne pas avoir un verre de grog sur la table. Cette eau-de-vie artisanale à base de canne à sucre est si célèbre qu'une seule gorgée suffit à réchauffer la gorge. Pour la rendre plus douce, les habitants ajoutent du sirop de canne et du citron pour créer le punch, une boisson sucrée qui apparaît souvent lors des réunions de famille ou des festivals locaux. Être que cela reflète aussi le Cap-Vert lui-même. La cuisine ici n'est pas faite d'ingrédients coûteux, mais de patience, de créativité et de la capacité à tirer parti de tout ce que la nature offre. C'est aussi la raison pour laquelle, bien qu'il ne s'agisse que d'un petit archipel au milieu de l'Atlantique, le Cap-Vert laisse une saveur unique que peu d'endroits peuvent reproduire. Numéro 9. Les festivals, nés d'un passé douloureux. Si vous vous rendez au Cap-Vert pendant la saison des festivals, vous pourriez penser que vous assistez à un carnaval haut en couleurs. Mais derrière les tambours, les danses et les éclats de rire, se cache une partie très douloureuse de l'histoire de cet archipel.
Le festival le plus emblématique est le Tabanca, célébré sur l'île de Santiago. Tout commence par un rituel très étrange. Les habitants dérobaient secrètement la statue du saint patron de l'église pour la cacher dans une maison du village. Ensuite, tout le village entre dans plusieurs jours de festivités consécutives. Ce qui est fascinant, c'est qu'au cours de ces jours-là, tout ordre social est inversé. Les agriculteurs, les pêcheurs ou les travailleurs ordinaires revêtent des uniformes coloniaux colorés, se déclarant rois, reines, juges ou policiers. Ils défilent tout en faisant semblant d'arrêter, de juger puis de punir les uns les autres, sous les rires de la foule. Cela ressemble à une comédie. Mais, en réalité, c'est la manière dont les Cap-Verdiens transforment le souvenir de la période coloniale en satire. Au lieu de laisser le passé peser sur eux, ils choisissent de le transformer en une fête. Cet esprit se manifeste également lors du carnaval sur l'île de San Vicente. Au milieu des défilés colorés, un groupe de personnes attire toujours tous les regards. Ils sont appelés les Mandingas. Leur corps est entièrement recouvert de charbon noir et d'huile, ils portent des cornes de taureau sur la tête et brandissent des lances, dansant au rythme des tambours, avant de se précipiter soudainement vers la foule. Pour les touristes, c'est un spectacle sauvage. Mais pour les Cap-Verdiens, c'est ainsi qu'ils rendent hommage à leurs racines africaines et affirment que cette identité n'a jamais disparu après des siècles de colonisation. Sur l'île de Santo Antão, le festival Cola San John revêt une toute autre couleur. Pendant la journée, les habitants dansent au rythme des tambours qui imitent les scènes de semis et de récolte. Lorsque la nuit tombe, de grands feux sont allumés au milieu du village. Au son de la musique, et sous l'effet du grog, tout le monde se tient la main et court à travers les flammes qui crépitent. Pour eux, ce n'est pas une performance audacieuse. C'est un rituel pour se débarrasser des malheurs de l'année écoulée et commencer une nouvelle saison. C'est être là, l'aspect le plus particulier de la culture capverdienne. Les festivals ici ne sont pas seulement une source de joie. Ils aident un peuple qui a connu la sécheresse, la pauvreté et la colonisation à préserver sa mémoire. Transformer la douleur en musique, transformer la perte en rire. Et faire de l'histoire une partie de la vie, plutôt qu'un fardeau à oublier. Numéro 10. La musique guérit la nostalgie de la patrie. Pendant des siècles, des générations entières ont dû quitter leur patrie pour chercher leur subsistance au Portugal, aux Pays-Bas ou aux États-Unis. Et alors que la distance entre ces petites îles et le reste du monde ne cesse de s'accroître, les Capverdiens ont choisi une manière très différente de garder leur pays dans leur cœur. C'est la musique. C'est ainsi que la morna est née. Non pas pour enflammer les foules, mais pour apaiser la nostalgie du pays natal. Les mélodies lentes et poignantes, accompagnées de paroles évoquant l'amour, la mer et la séparation, sont devenues l'âme de millions de Capverdiens vivant loin de chez eux. En 2019, l'UNESCO a officiellement inscrit la morna au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la reconnaissant comme l'un des genres musicaux les plus emblématiques au monde. Personne n'a mieux fait connaître la morna au monde que Cesaria Évora. Cette femme apparaissait toujours sur scène pieds nus. Ce n'était pas un style de performance. Elle le faisait pour honorer son enfance pauvre et celle de nombreux Capverdiens. Lorsque ses chansons résonnaient à Paris, New York ou Tokyo, le monde ne découvrait pas seulement une voix unique. Il commençait également à entendre parler d'une petite nation insulaire au milieu de l'Atlantique, dont très peu de gens avaient auparavant entendu le nom. Mais le Cap-Vert n'est pas seulement fait de mélodies tristes. Si la morna est le soupir de ceux qui ont dû quitter leur terre natale, le funana est la voix de ceux qui ont décidé de se lever. Avec des rythmes de tambour entraînants, des sons d'accordéon vivants et des danses pleines d'énergie, le funana a été un temps interdit par les autorités coloniales. Non pas à cause de la musique, mais parce qu'ils croyaient que ces mélodies pouvaient éveiller l'esprit de solidarité et la conscience identitaire des Capverdiens. C'est être cela qui rend la musique de cette nation insulaire si spéciale. Née d'une même terre. Mais un genre musical aide les gens à surmonter leur nostalgie, tandis que l'autre leur donne la force de ne jamais perdre leur identité. Numéro 11. Un pays rare dans le monde sans population autochtone. Si l'on demande aux habitants du Cap-Vert d'où ils viennent, la réponse risque de surprendre beaucoup de monde. Car, avant le XVe siècle, le Cap-Vert était complètement inhabité. Non pas parce que cet endroit est trop petit, mais parce que cet archipel se trouve à environ 500 km des côtes de l'Afrique de l'Ouest, au milieu de l'immense océan Atlantique. Pour les bateaux en bois rudimentaires de l'époque, cette distance était presque insurmontable. Pendant des milliers d'années, ces îles n'étaient peuplées que par le vent, les roches volcaniques et les vagues de la mer. Jusqu'à ce que les navigateurs portugais y mettent les pieds vers le XVe siècle.
Cela signifie également une réalité très rare. Le Cap-Vert n'a presque pas d'histoire précoloniale, pas de royaume ancien, pas de tribus autochtones, pas de civilisation ayant existé depuis des milliers d'années. Tout ce pays a été construit presque à partir d'une page blanche. Mais c'est justement à partir de cette page blanche qu'une toute nouvelle société est née. Les Portugais ont amené des explorateurs, des commerçants et des colons européens. Alors que des milliers d'Africains étaient amenés ici sur des navires négriers, deux communautés, à l'origine étrangère l'une à l'autre, ont dû coexister sur ces petites îles au milieu de l'océan. Au fil des générations, elles ont créé une culture entièrement nouvelle. Un nouveau peuple, une nouvelle langue appelée kriolu, considérée comme l'une des plus anciennes langues créoles du monde. On peut dire que le Cap-Vert est l'une des premières sociétés multiraciales à s'être formée de cette manière. Mais cette histoire est également marquée par un chapitre très douloureux. L'île de Santiago est rapidement devenue l'un des plus grands points de transit pour les esclaves dans l'Atlantique. La ville de Ciudad Vela, le premier établissement européen dans les tropiques, était autrefois le lieu où des dizaines de milliers d'Africains étaient amenés avant de poursuivre leur voyage vers les Amériques. Ici, ils étaient triés, forcés à se convertir, à apprendre le portugais et à attendre d'être vendus comme des marchandises. Une grande partie de l'histoire du Cap-Vert a commencé de cette manière. Même la nature n'est plus comme avant. Pour soutenir les voyages maritimes, les Portugais ont introduit des chèvres, des vaches et des porcs sur les îles, comme source de nourriture de réserve. Sans se douter qu'après quelques générations, ces troupeaux de chèvres avaient presque dévoré toute la végétation fragile de l'archipel. Les terres sont devenues de plus en plus arides. Les sources d'eau se sont raréfiées, et de nombreuses régions du Cap-Vert se sont progressivement transformées en paysages semi-désertiques que nous voyons aujourd'hui. Est-ce justement parce qu'ils sont nés d'une terre sans passé que les Cap-Verdiens savent toujours créer leur propre identité. Un peuple formé de multiples lignées, une culture façonnée par plusieurs continents, et un petit pays, mais qui possède une histoire que très peu d'endroits dans le monde peuvent raconter. Numéro 12. Le pays d'origine des tortues marines. Si vous vous rendez au Cap-Vert, lors d'une nuit d'été, vous serez témoin d'un spectacle incroyable. Ce ne sont pas les fêtes sur la plage. Ce ne sont pas les lumières éclatantes des complexes hôteliers. Mais des milliers de tortues marines géantes qui rampent silencieusement sur le rivage dans l'obscurité. Le Cap-Vert abrite actuellement la 3e plus grande population de tortues luttes au monde, juste derrière Oman et l'État de Floride aux États-Unis. Chaque année, de juillet à octobre, les plages des îles Boa Vista et Sal deviennent une immense salle de maternité de l'océan. Les tortues mères, pesant plusieurs centaines de kilogrammes, avancent lentement sur le sable blanc, creusent des trous profonds puis pondent des dizaines d'œufs, avant de retourner silencieusement à la mer. Ce qui est incroyable, c'est que tout cela se passe sur des îles qui accueillent des centaines de milliers de touristes chaque année. Pour les protéger, les excursions d'observation des tortues se déroulent dans un silence absolu. Les visiteurs ne sont pas autorisés à utiliser des flashs, à allumer leur téléphone, et ne peuvent observer qu'à la lumière rouge pour éviter de désorienter les tortues. Dans très peu d'endroits dans le monde, les gens sont prêts à changer leur façon de voyager juste pour qu'une espèce animale se sente en sécurité. Mais ce qui rend le Cap-Vert encore plus spécial, c'est le changement au sein de sa propre population. Il n'y a pas si longtemps, durant les années de sécheresse et de famine, les tortues marines étaient une source de nourriture qui permettait à de nombreuses familles de survivre. Aujourd'hui, ceux qui chassaient les tortues sont désormais engagés pour protéger les nids, patrouiller les plages et empêcher la chasse illégale. Au lieu de gagner leur vie en ôtant la vie de ces créatures, ils la gagnent en les aidant à survivre. Et si Boa Vista est l'endroit où les humains apprennent à vivre en harmonie avec la nature, Santa Lucia est l'endroit où la nature a décidé de vivre sans les humains. C'est la seule île parmi les 10 principales du Cap-Vert qui est complètement inhabitée. Dans le passé, de nombreuses tentatives ont été faites pour établir des villages sur cette île. Mais l'extrême sécheresse, le manque d'eau douce et les vents chargés de sable soufflant toute l'année ont rendu tous les efforts vains. Aujourd'hui, Santa Lucia est protégée en tant que réserve naturelle stricte. Pas d'hôtel, pas de complexe touristique, pas de ferries commerciaux accostant chaque jour. Il ne reste que le bruit des vagues, le souffle du vent et les oiseaux marins, ainsi que les lézards endémiques qui continuent de vivre comme ils l'ont fait depuis des milliers d'années. Peut-être que c'est là l'image la plus belle pour conclure l'histoire du Cap-Vert. Un pays né sur des îles qui n'ont jamais connu l'homme, ayant traversé la sécheresse, la pauvreté, les migrations et les bouleversements de l'histoire. Mais finalement,
Ils choisissent de préserver les choses les plus précieuses que la nature leur a offertes. C'est peu être pour cela que le Cap-Vert n'est pas seulement une destination au milieu de l'Atlantique, mais aussi une preuve que, parfois, un petit pays peut laisser de grandes leçons sur la façon dont les gens cohabitent, et avec la nature elle-même. Il existe des pays qui marquent les esprits par leur grandeur. D'autres sont mémorables en raison de leur richesse. Mais le Cap-Vert se distingue en prouvant qu'un petit pays peut parfois raconter une grande histoire. Si vous aimez ce genre d'aventure, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour accompagner Terre d'Origine dans ses prochaines vidéos.